Bonjour, bienvenue pour ce webinaire que nous avons intitulé Préparer les données pour une rentrée sereine dans l'ENT. C'est la deuxième édition de ce webinaire que nous avions déjà proposé l'année dernière à la même époque et dans lequel nous avons introduit quelques petites nouveautés liées aux évolutions produits depuis l'année dernière. Alors pour animer ce webinaire, nous serons deux. Moi je m'appelle Thierry Paco, je suis consultant métier. Et Laetitia Kibi, donc moi je suis en charge du support utilisateur. Alors, le programme, on va vous parler globalement de toute la procédure de changement d'année. On verra ce qui doit se faire avant l'été, pendant l'été, à la rentrée, et puis quelques petits points complémentaires qu'on abordera en fin de webinaire. Donc pour commencer, on va parler de la présentation générale de la procédure. Alors cette procédure, elle s'articule en trois grands blocs, des opérations qui doivent être effectuées avant l'été, pendant l'été et à la rentrée. On a numéroté ça par étapes, tout simplement parce que vous trouverez, on ne l'a pas encore mis à jour, mais vous trouverez prochainement sur la communauté Cosmos un guide qui reprend en fait tout ce qu'on va dire là lors de ce webinaire, étape par étape, avec quelques copies d'écran et de manière un peu plus détaillée. Donc c'est vraiment le guide de changement d'année que vous pourrez aller consulter sur la communauté Cosmos et que vous pourrez télécharger pour vous accompagner sur cette procédure. Donc avant l'été, la première étape, c'est le changement d'année STS. À partir du moment où vous avez accès à la fonction de bascule, là vous pouvez créer la nouvelle année et vous pouvez donc commencer à travailler dans STS sur la prochaine année scolaire. Là, vous allez pouvoir créer votre structure, donc créer vos classes, vos divisions. Vous allez pouvoir ensuite, à partir de là, créer votre emploi du temps et inscrire vos élèves, ce qui en général se fait au tout début des vacances d'été. Ensuite, pendant l'été, vous allez créer votre emploi du temps. Et de notre côté, nous, on a un certain nombre d'opérations techniques qui s'effectuent sur les ENT. Et à la rentrée, votre emploi du temps est terminé, vous allez pouvoir l'exporter vers STS, vous allez pouvoir exporter les groupes vers siècle, et vous allez pouvoir importer votre emploi du temps dans l'ENT. Donc voilà les grandes étapes qu'on va maintenant détailler. Alors cette procédure, elle est assez complexe. Vous voyez, on parle de STS, de siècle, de l'emploi du temps, de l'ENT, des outils de vie scolaire, d'un élément que vous connaissez pas forcément, c'est l'annuaire fédérateur. C'est une base académique dans laquelle se retrouvent tous les enseignants, enfin tous les utilisateurs de l'ENT, c'est-à-dire tous les enseignants, tous les élèves et tous les parents. Le principe en fait, c'est que l'établissement va alimenter siècle. L'établissement va alimenter STS. STS et siècle vont alimenter l'annuaire fédérateur qui lui-même va alimenter l'ENT. Ça veut dire que quand vous allez inscrire un élève dans siècle, cet élève va ensuite arriver dans l'annuaire fédérateur et l'annuaire fédérateur va renvoyer le compte de cet élève dans l'ENT. Parallèlement, dans votre logiciel d'emploi du temps, vous avez aussi les mêmes informations. Donc vous avez les élèves, vous avez les professeurs qui sont dans votre base d'emploi du temps. Et puis, comme on voit inscrit là sur le côté de la diapo, l'ENT, c'est le lieu de mise en cohérence de toutes ces données. Ça veut dire que si vous n'avez pas des bonnes pratiques qui permettent de garantir la cohérence, vous risquez de vous retrouver avec des données qui ne sont pas les mêmes qui arrivent par l'annuaire fédérateur et qui arrivent par l'emploi du temps. Et c'est la cause de tout un tas de dysfonctionnements identifiés en début d'année scolaire, au moment de la rentrée, qui arrivent chez ma voisine de table, chez Laetitia, qui justement, parce que ça génère, on a des profs en double, on a des élèves en double, on a des classes qui n'existent plus, enfin voilà. Donc très très important, c'est de bien comprendre un petit peu le schéma là. On alimente d'un côté l'emploi du temps, de l'autre côté STS et siècle, d'être bien vigilant que les données soient cohérentes. Par exemple, si dans votre emploi du temps vous appelez vos classes 3E1 pour 3e 1, faites attention que dans STS elles portent bien le même nom, parce que sinon ça va forcément dans l'ENT il va se demander pourquoi il a deux fois la classe de 3e 1 quoi. Voilà. Donc finalement ce webinaire, c'est un webinaire sur l'ENT, mais vous allez voir qu'on va parler assez peu de l'ENT. Finalement on va parler surtout de toutes les données qui sont autour,
pour voir comment bien les préparer et puis éviter de faire des erreurs pour que finalement on s'aperçoive que quand on a bien préparé toutes ces données autour de l'ENT, quand ça arrive dans l'ENT, ben ça se passe beaucoup mieux. Alors, les actions qui se passent maintenant pendant l'été. Donc première partie, l'étape 1, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est le changement d'année STS. Donc dès que le menu bascule apparaît dans STS, vous avez la possibilité de pouvoir générer la prochaine année scolaire. Donc dès que ce menu apparaît, vous pouvez aller l'utiliser et ça va vous créer votre année scolaire 2017-2018. Quand vous allez faire la bascule, on vous propose de récupérer un certain nombre de choses de votre année en cours. On vous propose, la copie d'écran est un peu floue, mais on vous propose soit de récupérer aucun élément de structure, soit de récupérer, de ne garder que les divisions de l'année en cours, soit vous pouvez conserver les divisions et les groupes. Alors nous, notre recommandation, elle est assez radicale, c'est le fait de ne rien conserver du tout, c'est-à-dire que moins on en conserve et moins il y a de risque d'erreur. Pour autant, on sait qu'il y a certaines académies qui préconisent de conserver les divisions. Donc, en gros, on peut résumer que en disant que soit vous conservez rien du tout, soit vous conservez uniquement vos divisions, mais que dans tous les cas, ne conservez pas les groupes. Parce que si votre structure ne change pas d'une année sur l'autre, effectivement, conservez les divisions, pourquoi pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que d'une année sur l'autre, vos groupes vont changer. Et si vous conservez les groupes de l'année dernière dans STS, on va se retrouver avec des soucis. Soucis que je vais détailler ici. Donc vous êtes dans votre établissement et dans STS, vous avez conservé vos groupes de l'année dernière. Donc dans STS, vous avez les groupes de l'année dernière. Ces groupes de l'année dernière arrivent dans l'annuaire fédérateur et vont alimenter l'ENT. Parallèlement, vous allez dans votre emploi du temps, vous allez faire votre emploi du temps de l'année suivante, et là vous allez créer les groupes de l'année prochaine. Et forcément, les groupes de l'année précédente et les groupes de cette année, il y a quand même assez peu de chances que ce soit les mêmes. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas supprimé les groupes de STS, vous allez vous retrouver pendant un temps dans l'ENT avec les groupes de l'année et les groupes de l'année dernière. Voilà. Donc cette solution sera temporaire parce que dès que vous aurez fait votre remontée STS de l'emploi du temps, donc vers STS, ça va mettre à jour les groupes dans STS et on remet tout ça en cohérence. Mais à la rentrée, vous aurez en tout cas des groupes qui seront non peuplés, puisque ça sera les groupes de l'année dernière. Vous allez vous demander mais qu'est-ce que c'est que ces groupes-là? Enfin, ça va forcément entraîner de la complexité. Donc préconisation, ne conservez pas les groupes lorsque vous faites votre bascule STS. Deuxième étape, la création de la structure. Donc là, en général, si vous avez des modifications dans les options ou dans les matières enseignées dans l'établissement, vous allez recevoir les nouvelles nomenclatures que vous allez pouvoir profiler par MEF. Et ensuite, vous allez pouvoir créer votre structure. Donc soit vous la créez à partir de rien, soit vous avez conservé les classes de l'année dernière s'il n'y a pas de modification du nombre de divisions. Ensuite, vous allez associer vos divisions au MEF correspondant et vous allez pouvoir exporter la structure vers siècle. Donc ça, c'est un web service qui va faire que du coup, votre structure va exister dans siècle dans la nouvelle année. Vous allez avoir vos classes, vos MEF et potentiellement, vous êtes en situation de pouvoir écrire vos élèves. Donc là aussi, recommandation ENT, ne créez pas vos groupes dans STS, mais faites-le plutôt dans le logiciel d'emploi du temps. Là encore, l'ENT va, si vous créez les groupes dans siècle, il va récupérer des données d'un côté, il va récupérer d'autres données de l'autre. Comme de toute façon vos groupes existeront forcément dans l'application d'emploi du temps, il est préférable pour la qualité des imports de données que tout vienne du même endroit, donc du logiciel d'emploi du temps. Ça générera moins de risque d'erreur. Alors, troisième étape, la création de la base d'emploi du temps. Donc là aussi, un conseil, supprimez toute la structure de votre base d'emploi du temps. Partez d'une base d'emploi du temps la plus vierge possible. Le fait de reprendre l'emploi du temps de l'année dernière et puis en essayant de le modifier, de l'adapter un petit peu,
est générateur d'erreurs déjà dans la construction de l'emploi du temps, mais aussi générateur d'erreurs dans l'importation des données, parce qu'il peut y avoir des données que vous avez qui sont plus forcément visibles, mais qui sont toujours dans la base d'emploi du temps, qui vont quand même être importées dans l'ENT et qui risquent de perturber l'import. Donc le mieux, c'est vraiment soit de partir d'une base vierge, soit de supprimer toute la structure et de repartir avec les nouvelles classes que vous allez importer d'STS. Donc comme ça, déjà, vous avez la garantie que les classes sont les mêmes dans STS et dans votre base d'emploi du temps avant de commencer à travailler. Vous allez récupérer vos enseignants également, donc là, vous garantissez ainsi la cohérence. Donc une petite recommandation, lorsque vous avez créé votre base d'emploi du temps, vous avez fait un import STS, donc vous avez vos classes et vos profs, vérifiez bien que vous avez bien la même chose dans STS et dans votre base d'emploi du temps en termes de profs et de classes. Ensuite, étape 4, l'inscription des élèves. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'inscrire les élèves dans siècle dans leur classe dès que possible. J'insiste sur même si ce n'est pas définitif. Plus tôt on a les élèves dans siècle et plus tôt on va les retrouver dans l'annuaire ENT et plus tôt on va les récupérer dans la base d'emploi du temps pour pouvoir construire l'emploi du temps directement avec les élèves dans les classes. Et tout ça, c'est aussi des moyens d'éviter les erreurs. Les élèves étant dans les classes, vous risquez pas de faire des montages d'emploi du temps qui se révéleront impossibles le jour où vous allez mettre des élèves dans les classes parce que vous avez pas fait attention que cet élève-là, il a une option particulière qui n'est pas compatible avec l'emploi du temps tel que vous l'avez construit. Donc le fait d'importer les élèves dans siècle et de les mettre dans l'emploi du temps dès le début vous facilitera finalement la tâche. Alors on sait par contre bien entendu que la constitution des classes et les inscriptions des élèves c'est loin d'être finalisé fin juin début juillet quand on fait les inscriptions, mais c'est pas grave, ça vous permet quand même, vous avez quand même la possibilité si pendant la conception de l'emploi du temps vous êtes obligé de changer un élève de classe, vous pouvez vous reconnecter à siècle, vous faites le changement, vous refaites un import, vous faites votre mise à jour. On peut faire ça 50 fois si on veut pendant l'été, mais au moins on a une base de départ propre assez vite, quoi. En termes de recommandations pour l'inscription des élèves, on vous rappelle qu'il existe une fonctionnalité dans Siècle qui n'est pas forcément très très connue, qui s'appelle le doublon responsable. Dans le fiche élève, vous voyez, on vous a mis une petite copie d'écran doublon responsable, et cette fiche élève permet d'identifier tous les parents qui auraient pu être générés en double. Ça c'est assez classique. Une famille arrive dans la région, elle a un élève, un enfant au collège, un enfant à l'école. Donc le collège va faire l'inscription dans Siècle, l'école va faire son inscription dans la base élève, et 2 ans plus tard, quand les 2 élèves se retrouvent tous les deux, un en 3e et un en 6e au collège, et on s'aperçoit que les parents n'ont pas été inscrits exactement de la même manière et que les deux enfants qui sont pourtant frères et sœurs ont 2 parents différents. Parce que il manque un accent, parce qu'il y a eu un espace pas bien mis ou des choses de ce type-là. Donc cette fonction de doublon responsable permet d'identifier tous les parents qui paraissent être un petit peu les mêmes. Et ça vous permet en début d'année de faire un peu de ménage dans Siècle et de rapprocher finalement 2 comptes parents qui sont les mêmes parents et qui seraient identifiés 2 fois dans Siècle dans l'ENT. Alors la conséquence dans l'ENT de ça, c'est quoi ? C'est que si vous ne faites pas cette action d'identification des doublons de comptes, les parents vont avoir 2 comptes dans l'ENT pour leurs 2 enfants qui sont pourtant dans le même établissement. Donc c'est important de le faire dès. Vous voyez que on parle de la distribution des comptes aux parents qui va avoir lieu qu'en septembre, mais pour que ça se passe bien, on est en train de se dire que là, dès le mois de juin, il faut qu'on fasse des modifications dans la base de Siècle. Alors désormais, nous allons voir les opérations à réaliser pendant l'été. Donc bien entendu, vous allez réaliser votre emploi du temps. Je pense que ce n'est pas un conseil à vous donner, vous le savez, priorité à la pédagogie, mais il faut également penser un peu à l'ENT parce que la construction de votre emploi du temps a des impacts au niveau de l'ENT. Je vous propose
quelques bonnes pratiques dans vos logiciels d'emploi du temps, parce qu'une bonne saisie dans votre logiciel d'emploi du temps aura forcément des incidences dans l'ONT. Alors, premièrement, bien paramétrer les périodes, bien entendu les alternances, mais surtout les congés. On voit fréquemment en période de rentrée des congés non saisis. Alors, c'est pas très grave en soi, hein, mais c'est pour l'alimentation de votre cahier de texte, il est important de renseigner les périodes de vacances pour éviter de voir des séances renseignées pendant ces périodes de vacances. Enfin voilà, si cette saisie est faite dès le départ dans votre logiciel d'emploi du temps, c'est beaucoup mieux. Ensuite, au niveau des bonnes pratiques, surtout pour EDT, hein, le point que je vais évoquer maintenant concerne les parties de classe. Lorsque vous allez construire vos emplois du temps, bien positionner vos cours sur des groupes et non pas des parties de classe. Cette notion qui est propre effectivement, comme je le disais à l'instant, à EDT, génère beaucoup d'incidents lors de l'import, puisque ces cours positionnés sur des parties, si c'était le cas chez vous, ne seraient pas importés dans l'ENT au moment du premier import. Troisième recommandation, on évite aussi les cours sans professeur. Beaucoup d'entre vous vont se retrouver avec des enseignants qui ne seront pas nommés pour certains services. Donc là, on évite de laisser ces cours sans enseignant. Vous pouvez très bien créer un enseignant fictif et un enseignant BMP physique pour vos cours de physique si vous ne connaissez pas encore votre enseignant de physique, afin d'avoir des cours complets dans votre logiciel d'emploi du temps. Autre chose qui concerne aussi EDT, on précise bien les cours complexes. Quand vous avez des cours complexes, il faut bien renseigner l'affectation en fait, de l'enseignant au groupe, et ça de la matière bien entendu, afin que ces cours aussi descendent dans l'ENT. Si il nous manque un des éléments, le cours n'est pas importé dans l'ENT. Hein. Je rappelle qu'un cours, la condition pour importer un cours dans l'ENT, c'est la présence d'une matière, d'un enseignant et d'un groupe ou d'une classe. Si l'un des composants est manquant, le cours ne descend pas dans l'ENT. Et enfin, dernière recommandation, bien nommer vos groupes et vos classes, ne pas donner des noms trop proches. Quand je parle de noms proches, j'ai mis quelques exemples dans la diapo. On ne crée pas un groupe 2A espace GR2 et un groupe 2A underscore GR2. Pourquoi? Tout simplement d'un point de vue interprétation des données au niveau de l'informatique, l'underscore peut être considéré comme un espace. Hein, donc évitez des noms trop proches et ça évitera des soucis côté UNT. Maintenant, je reviens sur les opérations techniques qui seront effectuées pendant l'été. Donc là, en fait, on est sur des opérations techniques réalisées par Cosmos. Vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. C'est effectivement des actions qui sont effectuées tous les étés. Certains d'entre vous les connaissent déjà, hein, puisque c'est effectivement des procédures qui sont en place depuis plusieurs années. Donc, première chose, nous allons supprimer certaines données. Alors, premièrement, les rubriques de classe. Actuellement, vous avez des rubriques de classe donc, qui concernent votre année en cours. Vous allez retrouver, là on a un exemple sur la diapo, 3.1, 3.2, etc. Ces rubriques de classe seront déplacées dans la corbeille. Dans cette corbeille, vous avez actuellement vos rubriques de l'année dernière. Et bien ces rubriques de l'année dernière seront définitivement supprimées. Donc là, vous retrouverez à la rentrée scolaire vos rubriques de l'année N dans la corbeille. Et vous verrez définitivement disparaître vos rubriques de l'année N+2. N-2, pardon. Alors, autre chose, donc quelques petites précautions pour les données à sauvegarder. Parce que, comme on vient de le voir, Cosmos va donc archiver des rubriques de classe. Il est donc important de vérifier que le contenu de ces rubriques n'est pas... que le contenu de ces rubriques doit être vérifié en fait. Parce que si vous souhaitez mettre de côté et conserver des contenus, il est préférable de le faire avant que vos rubriques soient déplacées dans la corbeille. Parce que quelque chose que je n'ai pas précisé sur la rubrique précédente, sur la diapo précédente, excusez-moi, les droits sont modifiés. Quand on va archiver vos rubriques de classe, on supprimera tous les droits actuellement positionnés sur vos rubriques de classe. Et pour une raison simple, c'est-à-dire que cette année, vous avez vos élèves de 6A qui ne seront plus les mêmes élèves l'année prochaine. Donc on ne conserve pas les droits sur les rubriques archivées.
Donc bien penser à sauvegarder vos contenus. Si toutefois vous oubliez de récupérer des contenus que vous auriez souhaité conserver, seul l'admin sera en mesure de le faire. Donc là, il faudra effectivement vous rapprocher de votre administrateur pour toute récupération de contenu l'an prochain. Par rapport à vos sauvegardes également, enfin, aux données à sauvegarder, je pense également aux groupes. Vous utilisez tous dans vos établissements des groupes ad hoc pour des besoins divers. Je pense tout particulièrement à des groupes que vous créez pour créer des espaces collaboratifs ou des espaces de communication. Vous avez par exemple, je vais partir d'un exemple, mais le groupe délégué de classe, ce groupe délégué de classe a une rubrique dédiée pour la communication entre délégués ou tout ce qui concerne ce groupe. Si ce groupe n'a pas une durée de vie pérenne, vous verrez en fait le groupe supprimé à la rentrée, puisque ce groupe sera supprimé. Moi, je conseille fortement de vérifier la pérennité de vos groupes de façon à simplement modifier les membres de votre groupe. Parce que quand je parle de suppression de groupe, ça signifie aussi que les droits associés à ce groupe, donc sur la rubrique, seront supprimés. Donc il est important de vérifier cette information sur le groupe lui-même. On pourra le voir tout à l'heure lors d'une démonstration sur les droits, sur les paramètres d'un groupe. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Alors, on va continuer, notamment sur la partie qui vous concerne vraiment, c'est la partie archivage de données, et notamment l'archivage des cahiers de texte. Hein, la question de beaucoup de... La question se pose souvent ce côté enseignant, c'est j'ai saisi de nombreuses activités dans mon cahier de texte, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que je dois faire quelque chose avant de partir en vacances? Donc à cette question, on répond non, hein, l'enseignant n'a rien à faire, puisque Cosmos se charge de faire l'archivage des données. Toutes les données qui ont été saisies dans le cahier de texte seront à disposition de l'enseignant l'année prochaine. Donc deux types d'archivage pour les cahiers de texte. L'archive du cahier de texte de classe qui sera mise à disposition dans la rubrique archive de cahier de texte au niveau de la rubrique classe. Et une deuxième archive pour l'enseignant, donc là une archive personnelle qui sera mise à disposition dans son classeur pédagogique. Nous allons également archiver les notes et les absences. Donc plusieurs types d'archives au niveau des données de vie scolaire. Les relevés de notes et les feuilles d'appel, c'est quelque chose qui était déjà réalisé l'année dernière. Et cette année, quelques nouveautés. Nous allons également archiver les bulletins, les bilans de compétences, les bilans de fin de cycle et les sanctions et punitions. Là, un petit rappel par rapport à l'archive des messages également. Dans votre messagerie, et là, selon vos projets, vous avez la possibilité de mettre de côté certains messages, de déplacer en fait vos messages présents dans votre boîte de réception dans un dossier ou dans une archive. Donc là, pour tous les personnels, et pour la majorité des projets c'est le cas, vos messages seront conservés si ces messages sont présents dans ces dossiers d'archives. Sinon, vos messages seront bien entendu supprimés puisque le délai de suppression sera passé. Et puis dernière chose par rapport à ce qui est sauvegardé, on conserve toutes vos données personnelles. Hein. N'ayez crainte, tout ce que vous avez stocké dans votre classeur pédagogique, tout ce qui est présent actuellement dans votre porte-documents, tout ça, c'est conservé, on n'y touche pas. Hein. On n'a pas d'archivage de ces données. Enfin, là maintenant, cette opération que je vous présente qui concerne l'import annuaire, c'est une opération qui se déroulera, j'ai envie de dire plutôt en fin d'été. Cet import annuaire, donc, qui provient de l'annuaire académique fédérateur, c'est un sujet que Thierry a évoqué tout à l'heure. Vous avez vos données STS, vous avez vos données siècles, et ces données en fait vont alimenter cet annuaire académique fédérateur qui est géré donc par chaque académie. En début d'année, Cosmos va initialiser en fait, va réaliser un premier import de cet annuaire. L'intérêt de ce premier import, c'est bien entendu d'initialiser vos données annuaires, et qui dit initialisation de données dit aussi création en fait de toutes vos classes avec les élèves de l'année à venir, c'est-à-dire l'année 2017-2018.
Ce premier import annuaire est un prérequis en fait à la réalisation de votre premier import d'emploi du temps. Surtout, on ne fait pas d'import d'emploi du temps pendant l'été. Ça n'a aucun intérêt. On a d'intérêt à faire un import d'emploi du temps pour son année 2017-2018 qu'à partir du moment où le premier import de l'annuaire académique fédérateur a été réalisé par Cosmos. Donc par rapport à ce premier import, bien entendu, on vous fournira l'information sur la mise à disposition de ces données. Chaque projet aura certainement une date différente. Et petite précision par rapport à cet import, il est possible qu'un arrêt de service soit nécessaire. Et là, par rapport à cette interruption, bien entendu, on passe par le porteur de projet pour vous apporter l'information. Autre précision par rapport à cet import annuaire. C'est bien ce premier import de données annuaires en provenance de l'académie que nous allons générer automatiquement vos nouvelles rubriques de classe. Je vous ai parlé précédemment des archives qui étaient réalisées au niveau de vos rubriques de classe de l'année en cours. Sachez que vos nouvelles rubriques seront générées à partir du moment où cet import sera réalisé. Mais vous n'avez là encore rien à faire. C'est bien un import automatique des données de l'académie. C'est Cosmos qui se charge de faire cet import. Alors, je vous propose maintenant de vous faire une petite démonstration avec un compte admin, notamment pour regarder un petit peu toutes les petites actions que vous pouvez réaliser avant que les opérations techniques soient réalisées par Cosmos cet été. Alors là, je me suis connectée en tant qu'administrateur sur un portail d'établissement. Et ce que je vous propose, en fait, c'est d'illustrer un petit peu ce que je vous ai évoqué tout à l'heure au niveau des petits contrôles à effectuer avant que Cosmos procède à ces opérations techniques cet été. Donc première chose, au niveau des données annuaires, je vous ai évoqué le cas des groupes, notamment les groupes pour lesquels vous allez avoir à vérifier si la durée de vie en fait, de ces groupes est limitée ou pas à l'année scolaire. C'est quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tout groupe dont la durée de vie n'est pas pérenne sera supprimé lors de la procédure de ménage de cet été. Alors, je me suis rendue au niveau de... Excusez-moi. Je vais sur le service annuaire, je rentre dans la recherche groupe, et dans cette recherche groupe, donc là j'ai par défaut tous les groupes dont je suis membre, j'ai quelques groupes qui sont affichés ici. Je vous propose de vérifier en fait ce groupe parents élus. Là, ce groupe, en fait, je veux le conserver, je ne veux surtout pas qu'il disparaisse avec la procédure de changement d'année. Donc je vais cliquer sur le petit crayon ici, modifier, et je vais vérifier la durée de vie de ce groupe, surtout pour ne pas le voir disparaître. Et effectivement, j'ai bien fait de passer sur cet écran, puisque je vois que la durée de vie de mon groupe parents élus est limitée à l'année scolaire. Donc ça signifie qu'avec la procédure de changement d'année, ce groupe sera supprimé. Donc je vais modifier sa durée de vie en activant la petite case ici non limitée. Ça me permettra de le conserver et de le voir encore dans mon annuaire l'année prochaine, à la rentrée de 2017. Voilà pour le contrôle à effectuer sur les groupes. Alors, quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure lorsque nous étions sur la diapo concernant les groupes. En tant qu'administrateur, vous recevez un petit mail vous précisant tous les groupes qui seront supprimés pendant la procédure de changement d'année. Donc là, quand vous recevez ce message, il est encore temps d'agir et de modifier les dates de durée de vie de vos groupes. Maintenant, je vous propose de basculer en fait sur mon établissement et sur la rubrique classe. Autre point que j'ai abordé dans les diapos précédentes, c'est l'archivage des rubriques de classe, donc de votre année en cours. Donc là, on va retrouver toutes vos rubriques de classe concernant l'année 2016-2017. Comme je vous l'ai expliqué, toutes ces rubriques vont basculer dans la corbeille et tout ce qui se trouve actuellement dans votre corbeille sera définitivement supprimé. Donc tout ce que vous voyez ici, classe 3, 1, 3, 2, etc., basculera dans la corbeille. Je vous ai également parlé des archivages de cahiers de texte et
des données de vie scolaire, tout ce qui est relevé de notes, bulletins, vous retrouverez à la rentrée prochaine, donc dès que les procédures seront passées par Cosmos, vous retrouverez dans cette rubrique classe toutes les archives. Donc les archives de cahiers de texte de classe, les archives des relevés de notes, les archives des registres d'appel, excusez-moi, les feuilles d'appel, mais vous retrouverez également dans une nouvelle rubrique, puisque là on ne peut vous l'illustrer pour l'instant puisque c'est une évolution de la version de rentrée, vous retrouverez les archives des bulletins, vous retrouverez également les bulletins de compétences, les bilans de fin de cycle qui viendront s'ajouter en fait aux archives actuellement présentes ici. Voilà pour tout ce qui concerne en fait les petits contrôles à effectuer, on va dire, par le profil administrateur. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est, suite à la démonstration avec le compte admin, c'est de vous présenter en fait l'archive côté professeur, notamment l'archivage du cahier de texte. Alors là, je suis connectée avec un compte enseignant et je vais rapidement vous présenter où se trouve l'archive du cahier de texte. J'ai évoqué l'archivage du cahier de texte de l'année en cours, qui sera donc stocké dans le classeur pédagogique de l'enseignant. Connecté en tant qu'enseignant, si je me rends dans mon service classeur pédagogique, je vais retrouver dans mon arborescence un dossier dédié aux archives des années précédentes. Donc là, le dossier est effectivement renommé par l'enseignant en tant qu'activité des années passées, mais logiquement, vous retrouvez un hommage un petit peu différent, enfin peu importe. Le principe, c'est que chaque enseignant retrouvera un dossier, et dans ce dossier, les archives seront mises à disposition des 5 dernières années. Donc là, on voit que cet enseignant travaille depuis plusieurs années sur l'ENT et il a effectivement plusieurs dossiers. Si on rentre dans l'arborescence d'un dossier, vous retrouvez en fait pour chaque classe, chaque service finalement, les séances associées. Et pour chaque séance, on retrouvera bien entendu les contenus associés qui pourront éventuellement être réutilisés si l'enseignant le souhaite pour ces séances de l'année prochaine. Alors, on va voir maintenant ce qui doit se passer à la rentrée. Donc, à la rentrée, il va y avoir une étape de synchronisation des données. Vous avez alimenté votre STS avant les vacances, vous avez travaillé sur votre emploi du temps pendant les vacances, donc il va falloir remettre tout ça en ligne. Donc, pardon, on va voir qu'on va avoir un export de l'emploi du temps à faire vers STS. On a détaillé ça étape 6, c'est la 6e et la 7e étape du processus global de changement d'année qu'on avait décrit au début de ce webinaire. Donc la première partie, en fait, ça consiste à faire un export de l'emploi du temps vers STS. Ensuite, STS va exporter les groupes que vous aurez importés depuis l'emploi du temps dans Siècle. Et donc, Siècle contiendra les groupes, et maintenant, il faut mettre les élèves dans ces groupes, et c'est depuis l'emploi du temps qu'on va pouvoir exporter les élèves vers Siècle pour les mettre dans les bons groupes, pour peupler les groupes, en fait. Donc voilà les 3 étapes. D'abord, l'export emploi du temps vers STS, puis STS vers Siècle, puis emploi du temps vers Siècle. Alors, si on détaille un petit peu cette étape 6, l'export de l'emploi du temps vers STS. Donc, déjà, la nécessité, c'est celle de synchroniser les groupes et les matières entre l'emploi du temps et STS. Comme je vous disais, vous avez travaillé sur STS avant les vacances et sur l'emploi du temps pendant. Donc, il faut remettre tout ça en phase. C'est quelque chose qui est à faire avant la rentrée et le premier import d'emploi du temps. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas fait cet import de l'emploi du temps vers STS, vous risquez de vous retrouver avec les groupes de l'année dernière dans STS et d'avoir des problèmes au premier import d'emploi du temps. Et l'export de la structure vers Siècle, ça se fait sous la forme d'un web service. C'est juste dans STS, il doit y avoir une commande qui s'appelle exporter vers Siècle, je crois. Et c'est instantané. On retrouve ensuite directement dans Siècle les groupes qui étaient préalablement dans STS. Alors, quelques recommandations par rapport à l'ENT pour faire cette remontée finalement de l'emploi du temps sur STS. C'est dans un premier temps de toujours travailler sur une copie de la base. Là, on en est à un stade où ce qu'on veut, c'est simplement avoir les groupes dans STS. C'est la seule chose qui nous intéresse. Donc, on travaille sur une copie de la base. On va placer toutes les pondérations de cours à 1. Ce qui nous intéresse, là, c'est pas tellement d'avoir les vrais services. Encore une fois, c'est juste d'avoir les remontées des groupes. Ne pas oublier de préciser tous les cours complexes. Laetitia vous l'a dit tout à l'heure. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est le dernier moment pour le faire, avant de faire l'export, parce que sinon,
tous les groupes qui sont liés aux cours complexes n'existeront pas dans STS. Et puis déclarer tous les cours ayant plusieurs professeurs et qui ne sont pas des cours complexes en co-enseignement. Voilà, parce que sinon ça ne remontera pas correctement dans STS. Là, ça ne correspondra pas forcément à la réalité, mais au moins on est sûr que tous les groupes seront présents. Alors, pour bien comprendre, on reprend toujours nos petits schémas. Depuis l'établissement, vous avez alimenté votre emploi du temps. Donc là, vous avez les groupes de l'année. Ce qu'on va faire, ça va consister à soit créer les groupes dans STS si vous n'en aviez pas du tout, soit écraser les groupes de l'année dernière et les remplacer par les groupes de l'année en cours pour mettre tout ça en phase. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, vous voyez pourquoi il faut faire ça avant le premier rapport d'emploi du temps. Parce que STS alimente l'annuaire fédérateur et quand vous allez faire votre rapport d'emploi du temps, si les groupes ne sont pas les mêmes, c'est forcément au niveau de l'ENT que vous allez avoir des problèmes. Alors, une diapo qui est particulièrement importante dans ce webinaire, c'est peut-être la plus importante, c'est le fait de bien vous expliquer que la remontée STS ne veut pas dire traitement des HSA. C'est vrai que beaucoup d'établissements se disent oui mais non, moi je ne remonte pas mon emploi du temps dans STS tant que tout n'est pas finalisé en gros avant la campagne du mois d'octobre parce que les heures sup sont pas bonnes, parce que voilà c'est une opération un peu compliquée pour avoir juste le bon calcul des heures sup. Encore une fois, nous ce qui nous intéresse à ce stade-là au moment de la rentrée, c'est uniquement de synchroniser les groupes. Donc, vous pouvez faire des remontées de l'emploi du temps vers STS autant de fois que vous le souhaitez. Ça n'aura absolument aucun impact tant que vous n'allez pas dans le menu HSA. Et ces remontées d'emploi du temps, vous pouvez les faire 5 fois par jour si vous voulez, si vous faites des modifications dans l'emploi du temps. Vous pouvez faire une remontée vers STS, ça pose aucun problème. Tant que vous n'avez pas accès à ce menu HSA, là, effectivement sur lequel vous allez vous connecter uniquement au mois d'octobre et là vous allez faire une remontée qui va être beaucoup plus réaliste. Tout à l'heure je vous disais vous mettez toutes les pondérations à 1 parce que là on s'en fiche, le montant des services à ce niveau-là on s'en fiche et tant que vous n'avez pas cliqué sur HSA de toute façon il n'est pas pris en compte. Mais par contre là vous êtes sûr d'avoir tous les profs et tous les groupes qui remontent correctement et pour l'ENT c'est la seule chose qui nous intéresse à ce niveau-là. Alors maintenant on va voir l'étape 7 qui consiste à récupérer les élèves dans les groupes dans siècle. Donc ce peuplement des groupes dans siècle est indispensable pour tous les établissements qui utilisent les outils siècle vie scolaire, tout simplement parce que si vous n'avez pas les élèves dans les groupes, vos feuilles d'appel ne seront pas peuplées. Donc c'est indispensable d'avoir les élèves dans les groupes si vous êtes utilisateur des outils de vie scolaire de siècle. Alors pour ça on a deux options, on vient de récupérer les groupes qui venaient de STS dans siècle, donc soit on va dans siècle et on saisit le peuplement à la main, c'est-à-dire qu'on va choisir les élèves qu'on veut mettre dans chacun des groupes directement dans siècle, soit comme on a probablement fait ce peuplement des groupes directement dans l'emploi du temps, on a la possibilité d'exporter ce peuplement au travers d'un fichier et de l'importer dans siècle via un menu qui est dans la rubrique importation et qui s'appelle lien élève-groupe depuis logiciel privé. Et là, on va récupérer ce fichier et ça va automatiquement placer tous les élèves dans les groupes. Attention, on vous parle des délais de synchronisation parce que il peut y avoir des temps de latence entre les différentes synchronisations, entre STS et siècle notamment pour la création des groupes, etc. Tout ne va pas forcément se faire de manière instantanée. De même, quand vous allez peupler vos élèves dans siècle, vous allez les retrouver dans l'ENT, dans les bons groupes, que 24 à 48 heures après, parce qu'il faut que ça passe par l'annuaire fédérateur entre les deux. Donc attention, il y aura un certain nombre de délais de synchronisation là, qui peuvent perturber un petit peu le traitement. Et nous arrivons sur la dernière étape, l'étape 8, qui consiste en fait à réaliser le premier import d'emploi du temps. Donc pour réaliser ce premier import d'emploi du temps dans l'ENT, on va tout d'abord extraire le fichier d'export depuis un logiciel d'emploi du temps. Donc à ce jour, nous avons 3 logiciels d'emploi du temps, EDT, 1 de temps et un petit nouveau, Cosmos emploi du temps, qui est également disponible sur votre ENT. Petite recommandation pour EDT, et notamment les cités scolaires, on vérifie le périmètre d'export. Attention à bien exporter les données d'un établissement ou de
de plusieurs établissements dans votre fichier d'export. C'est important parce que si vous n'exportez qu'une partie des données, vous n'aurez bien entendu qu'une partie des données dans l'ENT. Pour un de temps, on est vigilant sur la sélection des divisions, notamment pour les établissements qui auraient des divisions en plus à la rentrée scolaire. Il est important de vérifier dans le menu division, niveau division, la sélection de toutes les divisions. Fréquemment, et en tant que référente du support, je vois arriver en fait des demandes au support en m'indiquant il manque des classes cette année dans l'ENT. On vérifie cette petite information et souvent ça vient juste d'une sélection qui a été oubliée. Donc voilà, des petites recommandations pour l'export. Juste pour compléter ce que disait Laetitia au sujet du logiciel Cosmos Emploi du Temps, donc effectivement c'est un nouveau produit qui arrive et qui va être utilisé là, à la rentrée par les collèges du département de la Loire, quelques collèges du département de l'Ain et également quelques collèges du projet Illico là, sur les pays de la Loire pour cette prochaine rentrée. Alors, côté ENT, lorsque vous avez généré votre fichier depuis le logiciel d'emploi du temps, vous allez avoir un assistant qui vous guidera en fait dans l'import d'emploi du temps. Là, juste une petite capture à l'écran en fait des questions qui vous seront posées. Donc, tout d'abord, vous allez sélectionner votre logiciel, la version. Bien entendu, on vous mettra à disposition les nouvelles versions que nous aurons validées avec les éditeurs de logiciels d'emploi du temps, notamment Index Éducation et Access OMT. Et ensuite, vous avez des questions concernant votre type d'établissement. Êtes-vous un établissement agricole, oui ou non? Ça, c'est assez simple. Je veux surtout attirer votre attention sur les deux questions suivantes. C'est la gestion des groupes. On va introduire en fait une notion importante dans l'ENT, c'est la notion de pilotage des groupes d'options. L'ENT propose deux modes de fonctionnement. Soit on récupère les groupes peuplés du logiciel d'emploi du temps, donc EDT, 1 de temps ou Cosmos Emploi du Temps, ou deuxième mode de fonctionnement, on va récupérer les groupes, enfin le peuplement des groupes depuis STS et siècle. C'est-à-dire que là on se base sur les données annuaires académiques fédérateurs, donc là on est vraiment sur deux modes de fonctionnement différents et donc des saisies différentes au niveau des logiciels. Ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer sur une petite démo, juste vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur le process d'import d'emploi du temps dans l'ENT. Alors, je vous propose maintenant de basculer sur un portail d'établissement et de revoir la procédure d'import d'emploi du temps du fichier généré depuis le logiciel d'emploi du temps dans l'ENT. Donc, on va se rendre dans le service Gestion emploi du temps. Et lorsque vous arriverez sur ce service à la rentrée, vous aurez l'écran qui est actuellement présent sur votre écran. Vous aurez un petit message vous proposant en fait de lancer l'assistant d'import. Vous avez donc ce bouton ici, lancer l'assistant. Vous cliquez sur ce bouton et là vous allez retrouver les différentes questions que je vous ai présentées sur la diapo tout à l'heure. Tout d'abord la sélection de votre logiciel, donc KEMP, le logiciel Cosmos, EDT, éditeur Index Éducation, 1 de temps, éditeur Access OMT et autre logiciel ou aucun logiciel, excusez-moi. Ce que je vous propose, c'est de faire une démonstration avec le logiciel EDT, avec la version EDT 2016, puisque je n'ai pas encore à l'heure actuelle de fichier généré avec la nouvelle version d'EDT. Donc je sélectionne EDT 2016. Mon établissement n'est pas un établissement agricole, donc j'active le petit bouton radio non. Et ensuite, je vais répondre aux questions concernant les groupes. Dans mon cas, mes groupes sont gérés dans EDT, tout est renseigné dans EDT, j'ai mes groupes et mon peuplement dans EDT. Donc je vais répondre à la question, mes groupes utilisés sont créés dans EDT et sont peuplés dans EDT. Quand je fais ce choix, je vois ici le mode de pilotage qui est proposé, c'est l'option 2 avec l'utilisation des groupes issus du logiciel d'emploi du temps. Alors, petite précision par rapport à ce mode de pilotage. Lorsque je vais faire cette sélection, je vais en fait déterminer un mode de pilotage des groupes qui a l'incidence dès qu'un élève changera de groupe ou changera de classe. Il faudra absolument que cette information soit saisie dans le logiciel d'emploi du temps et qu'un import soit réalisé dans l'ENT pour que ces informations soient actualisées au niveau de l'ENT, que ce soit au niveau du cahier texte ou des données annuaires.
Hein, ça c'est important parce qu'effectivement la création de la classe et la création du compte élève se fait bien entendu par l'import annuaire académique fédérateur, mais le peuplement, si vous voulez, de l'association de l'élève dans sa classe se fait par l'emploi du temps lorsqu'on fait ce choix de mode de pilotage. Deuxième choix qui peut être effectué, c'est sélectionner mes groupes sont créés dans STS et peuplés dans siècle. Si je fais ce choix, mes groupes, le peuplement de mes groupes et le peuplement de mes classes sera géré à 100% par l'annuaire académique fédérateur. C'est-à-dire que si un élève change de classe, je ferai bien entendu la modification dans siècle, et si un élève change de groupe, idem. Hein. Cette information devra passer par l'annuaire académique fédérateur et nécessitera en fait un délai plus long, bien entendu, puisqu'il faudra attendre que l'import annuaire académique fédérateur nous ait transmis cette information, donc entre 24 et 48 heures, pour que cette information soit descendue dans l'ENT. Dans mon cas, je vais rester sur le choix de la gestion par l'emploi du temps, et je vais récupérer mon fichier XML. Donc là, je vais le récupérer sur mon poste de travail, et je vais cliquer sur « Continuer ». Dans cette procédure d'import, donc là effectivement j'ai un petit bandeau qui s'affiche parce que je ne suis pas dans la période en fait pour faire un import. Donc là, si vous avez ce type de message, alerte à l'assistance, hein, vous n'êtes pas censé avoir ce message à la rentrée. Là c'est tout simplement parce que je suis hors période. Je clique sur valider et j'arrive en fait sur le premier écran que vous devez normalement rencontrer, c'est l'écran concernant les rapprochements d'enseignants. Alors là, ce que vous voyez à l'écran n'est pas forcément ce que vous devez voir vous à la rentrée. Normalement, vous êtes censé avoir un pourcentage d'enseignants reconnus beaucoup plus important que celui que vous voyez à l'écran. Moi, j'ai dans ma base simplement 8 enseignants reconnus. Ça signifie quoi? Que dans ma base de DT, en fait, j'ai uniquement 8 enseignants qui sont reconnus, qui sont mis en correspondance automatiquement avec des comptes enseignants présents dans mon ENT. Donc là, c'est vraiment pas satisfaisant. Là, c'est simplement lié à mon jeu de données, hein, je m'en excuse, mais normalement, vous devriez avoir plutôt l'inverse, hein, 49 enseignants reconnus et 8 enseignants non reconnus. Je vais apporter une petite précision par rapport aux enseignants non reconnus, parce que c'est là où effectivement ça pose problème. Si vous avez des enseignants non reconnus lors de votre premier import, c'est tout simplement qu'une différence existe entre votre base de DD et les données présentes dans l'annuaire de l'ENT. Alors là, si on a effectivement ce pourcentage sur vos établissements, c'est problématique, hein. Je vous conseille tout de suite d'arrêter l'import. Là, dans mon cas, je vais volontairement poursuivre l'import, hein, pour la démonstration. Mais si vous avez quelques enseignants non reconnus, les causes sont souvent les suivantes. Premièrement, une enseignante qui s'est mariée pendant l'été. On a toujours son nom de jeune fille dans STS et son nom de femme mariée dans EDT ou vice-versa. Donc ça pose problème, hein. Il faut bien entendu, comme l'expliquait Thierry tout à l'heure, que vos données soient bien cohérentes entre les différentes bases, hein, d'où la nécessité de procéder aux étapes évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire bien synchroniser vos données STS avec EDT de façon à éviter des rapprochements manuels dans l'ENT lors de la procédure d'import d'emploi du temps. Il peut y avoir aussi des petits problèmes sur les prénoms composés qui ne sont pas forcément reconnus, des gens qui sont appelés par leur principal prénom mais qui sont enregistrés avec un prénom composé. Et il peut y avoir aussi des problèmes avec des gens qui ne sont pas forcément affectés à votre établissement, qui sont en poste partagé. Et en fait, qu'il faut aller chercher sur l'établissement dans lequel ils sont gérés, en faisant une recherche avancée. Voilà, comme le montre là actuellement Laetitia, et en allant faire une recherche, là, notamment sur une cité scolaire, qu'il peut être affecté à l'autre, à l'autre établissement. Donc on peut aller le rechercher sur un autre établissement que l'établissement sur lequel on travaille pour l'identifier. Voilà. Donc là, je vais rechercher Madame Affinerie. Voilà. Effectivement, je la retrouve en fait rattachée au portail central, et je peux bien entendu la sélectionner. Voilà. Afin de lui positionner en fait ses services directement sur son compte. Voilà. Donc là, pour rapprocher un compte, hein, je viens de le faire en cliquant sur parcourir. On va rechercher en fait la personne directement
dans notre annuaire. Si on prend le cas d'un enseignant, comme l'évoquait à l'instant Thierry, c'est-à-dire que son prénom n'est pas identique, c'est un prénom composé et seul son premier prénom apparaît dans la base EDT, on peut directement aller le rechercher ici. Là, je vais refermer cette petite pop-up annuaire, c'était juste pour illustrer en fait le rapprochement manuel. Lorsque vous avez fait cette étape de rapprochement pour les enseignants, vous allez continuer et vous allez avoir la même interface pour les élèves. Donc même chose, moi là je me retrouve avec une proportion complètement inversée en fait des élèves non reconnus, j'en ai plus de 1000, alors que j'en ai que 3 de reconnus. Normalement vous avez bien entendu l'effet inverse sur votre établissement à la rentrée scolaire. Même chose, on va cliquer ici sur parcourir pour aller rapprocher un éventuel compte élève sur lequel on aurait une problématique de rapprochement automatique. Donc là, la liste est beaucoup plus longue, je vais continuer la procédure et arriver sur la dernière étape. Alors là, j'ai effectivement de nombreuses classes non reconnues, mais si les prérequis ont été bien, bien respectés, notamment les conseils qui vous ont été donnés par Thierry tout à l'heure ont été bien respectés, vous ne devriez pas avoir ce type de situation. C'est-à-dire qu'une classe de GT1, je dois bien retrouver ici la classe équivalente dans l'ENT. Juste pour information, tous les libellés qui s'affichent ici sont les libellés EDT. Ceux qui s'affichent ici dans le menu déroulant sont les dénominations d'STS et qui sont donc descendues dans l'ENT. Donc là, si on a mis 3.1 dans EDT et 301 dans siècle, ou STS, pardon, on aura récupéré dans l'ENT 301. Donc bien faire attention, on met 3.1 partout ou 301 partout. Mais sinon, vous voyez, vous avez tous vos rapprochements de classe à réaliser si vous n'avez pas fait les étapes proprement aux étapes précédentes. Donc voilà pour les classes. Donc là, il est indispensable pour les classes d'effectuer un rapprochement manuel si vous êtes dans le même type de situation que la mienne. Donc là, je ne le fais que pour une seule classe pour illustrer les rapprochements. Je veux juste vous parler du dernier point qui concerne le rapprochement des groupes. Dans mon cas, j'ai sélectionné le mode de pilotage par l'ENT, c'est-à-dire le pilotage par l'emploi du temps. Donc l'ENT me propose ici de créer des groupes d'options. Et là, par contre, je n'ai rien à faire. Dans mon cas, j'ai le mode de pilotage par l'emploi du temps, donc je laisse l'ENT créer un référentiel de groupe identique à celui détecté dans le fichier d'export EDT. Par contre, si j'avais sélectionné le mode de pilotage par STS et siècle, ici, j'aurais fait un rapprochement, comme je l'ai fait précédemment pour les classes. J'aurais rapproché mon groupe mon groupe EDT d'un groupe STS. Voilà, dans mon cas, je laisse ici créer un groupe d'options et je continue. Et enfin, on arrive sur le bilan préliminaire des données importées. Donc là, dans mon cas, je suis désolée, mes données ne sont vraiment pas propres et mon bilan, forcément, ne sera effectivement pas très pertinent. Mais on va retrouver un petit bilan de ce qui va se passer lorsque je vais faire mon import. Donc on va bien entendu avoir des matières de créer, des périodes de fermeture ajoutées si les périodes de congé ont bien été renseignées dans le logiciel d'emploi du temps, des alternances, etc. Ce qui est important lorsque vous allez faire votre premier import, c'est de faire un petit contrôle ici sur les classes dont les services sont importés. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un de temps, notamment avec cette sélection de division qui parfois est manquante. Donc là, on vérifie bien que toutes les classes de l'établissement ont des services importés. Là, dans mon cas, c'est vraiment pas un bon exemple, c'est tout ce qu'il ne faut pas voir, mais voilà, vous devez avoir en fait 28 classes, là, je devrais avoir 29 classes dont les services sont importés. Et même chose pour les enseignants. Deux contrôles importants pour moi, classe et enseignants. Voilà, bien entendu, je suis dans la même situation que les classes, puisque vous avez vu que mes données n'étaient pas très cohérentes entre EDT et l'ENT. Et quand j'ai fait ce petit contrôle, si tout est satisfaisant, je valide l'import. Et lorsque je valide l'import, je vais tomber sur la dernière étape, comme certains d'entre vous ont déjà eu ce conseil de ma part. Ce qui est important, en fait, c'est que sur cette étape, on sélectionne la date du jour et l'heure courante. Bien entendu, si vous tardez à faire votre premier import d'emploi du temps, vous êtes le 3 septembre, excusez-moi, la rentrée aura lieu
4, il me semble, cette année. Mmh, Donc bref, à vérifier, je m'en excuse, je crois que c'est le 4 septembre. Donc, bref, si vous faites votre import le 6 et que la rentrée a eu lieu le 4, vous avez bien entendu la possibilité de sélectionner une date dans le passé pour rechercher la date du 3 septembre. Par contre, ensuite, vous ne touchez plus en fait à cette sélection de dates. Dès que vous ferez des imports de mise à jour, vous gardez la date courante et l'heure courante et vous pouvez lancer la génération de séances. Ce qui a en fait comme impact, c'est l'alimentation de vos cahiers de texte. Hein. C'est bien cette opération qui génère les séances dans vos cahiers de texte d'enseignants et de classe. Voilà, bien entendu, tout ce que je viens de vous dire là, en fait, c'est effectivement une petite démo pour vous rafraîchir la mémoire, mais nous mettrons à votre disposition des guides dans notre aide en ligne pour vous accompagner à réaliser cette action après les vacances. Voilà, on est arrivé jusqu'à la rentrée dans notre déroulement de processus de changement d'année et on avait noté 2-3 petites choses sur lesquelles on souhaitait aussi attirer votre attention. Alors, premièrement, sur cadécole.org, donc sur la communauté Cosmos, je vous rappelle que cette communauté elle est accessible à partir du point d'interrogation que vous avez en haut à droite sur votre écran, hein, qui vous permet d'accéder d'une part à l'aide en ligne, mais aussi à beaucoup de documentation liée aux usages, hein, des tutoriels, les annonces de ces webinaires comme celui que vous suivez aujourd'hui, etc. Et donc on va bientôt mettre en ligne sur cette communauté le guide de rentrée avec une fiche par opération. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de étape 1 jusqu'à étape 7 ou 8, je ne sais plus exactement. Donc on va faire un guide où chacune de ces étapes sera sous la forme d'une fiche pratique avec qu'est-ce qu'il faut faire, des commentaires, éventuellement quelques recommandations, des points d'attention, des copies d'écran quand on peut en mettre, etc. Donc ce guide est en cours de remise à jour là, actuellement et sera prochainement soumis sur la communauté. Parallèlement, donc tous les ans, les éditeurs de logiciels d'emploi du temps livrent une nouvelle version. Donc cette année, pour 1-2 temps, ça sera EDT, ça sera EDT 2017 et pour 1-2 temps, ça sera la version 23. Ces logiciels sont mis à disposition globalement début d'été, fin juin, début juillet. Hein. Donc ça veut dire que de notre côté, on doit reprendre avec ces nouvelles versions les processus d'import d'emploi du temps. Et donc les guides d'import d'emploi du temps sont mis à jour aussi dès qu'on dispose de ces versions et sont mis en ligne sur la communauté. Un autre guide qui est très attendu, c'est le guide de mise en place du connecteur Pronote qui lui arrive un petit peu plus tard parce que la version de Pronote arrive un peu plus tard dans l'année. Et enfin, pour la communauté, pour les nouveaux utilisateurs de la solution Cosmos Emploi du Temps, vous pourrez aussi accéder à cette communauté où vous trouverez l'intégralité de la documentation utilisateur pour ce nouveau produit. Alors, juste pour compléter en fait les propos de Thierry, je pense qu'il est important aussi qu'on vous rappelle en fait quelques actions en fait qui peuvent être réalisées à la rentrée, notamment le blocage des accès en fait aux élèves et aux parents. Pour les projets, on propose en général de bloquer les accès aux élèves et aux parents avant la rentrée pour éviter aux élèves de connaître leur classe avant le jour de la rentrée et même chose pour les parents. Et éviter, bien entendu, aux établissements d'être assaillis d'appels téléphoniques. Donc ça, c'est une date qui est identique pour tous les établissements du projet, mais chaque établissement a la liberté de modifier cette date d'ouverture. Donc je vous montrerai rapidement, là, lorsque j'aurai fini de dérouler cette petite diapo, l'écran sur lequel vous pourrez intervenir pour faire cette modification de date si vous le souhaitez. Autre chose qui est aussi activée par Cosmos, c'est le blocage des notifications de désactivation et de réactivation de comptes pendant les opérations de changement d'année. Alors qu'est-ce que ça signifie? On a en fait, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, toute cette notion de suppression de données, de nouvel import de données en fait en début d'année. Alors de nouvel import, je parle annuaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'ENT va avoir des comptes d'utilisateurs, vont être désactivés, souvent à tort, et réactivés. Et lorsqu'on est sur une désactivation, une réactivation, l'utilisateur est notifié. Et ça, c'est vrai que ça
ça génère beaucoup d'inquiétudes, tout simplement parce que les utilisateurs, lorsqu'on leur dit votre compte va être désactivé, c'est un petit peu perturbant. Et en fait, on bloque ce type de notification pendant les opérations de changement d'année, en fait, pendant l'été, pour éviter des envois de notifications à tort et de donner une information erronée à l'utilisateur, puisque très souvent, le compte est réactivé lors du premier import à la rentrée. Hein, ça ne génère aucune perte de données. Enfin bref, c'est la raison pour laquelle on désactive ces notifications. Et dernière chose, on vous a parlé de l'archivage, du premier import de l'année, mais ce qui est très important aussi, dès que vous avez réalisé votre premier import, donc manuel, hein, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais le premier import est manuel, obligatoirement. Et je vous conseille de mettre en place l'import automatisé en fait, de l'emploi du temps dans l'ENT, tout simplement pour actualiser le plus fréquemment possible et surtout en période de rentrée les données dans votre ENT. Hein, puisque vous savez mieux que moi, beaucoup de changements les 15 premiers jours notamment, donc ça c'est important que l'ENT soit... les données de l'ENT soient actualisées en temps, j'ai envie de dire presque en temps réel par rapport aux modifications réalisées dans votre emploi du temps. Voilà ce que vous pouvez vous communiquer sur les petites opérations. Et enfin, je vous propose maintenant de juste vous rappeler en fait où se trouve l'écran concernant l'ouverture, enfin le paramétrage des dates d'ouverture de l'établissement. Alors, comme je vous le disais, juste un petit rappel du paramétrage des accès élèves et parents. Donc vous allez en tant qu'administrateur sur votre ENT, cliquer sur la roue crantée, donc le menu d'administration, et dans ce menu, vous allez retrouver une entrée Accès portail. Dans cette page, vous y verrez forcément en fait les dates paramétrées par le projet, mais si vous souhaitez les modifier, rien de plus simple, en fait, vous pourrez, si nous sommes dans une période de blocage et que vous souhaitez ouvrir avant la rentrée, rien ne vous empêche en fait de venir modifier ici la date de début de façon à ouvrir l'accès plutôt aux parents ou plutôt aux élèves ou les deux, enfin voilà, c'est ici que tout se passe. Vous avez un petit message qui est également affiché par défaut, il est identique pour tous les établissements du projet, mais si vous souhaitez le personnaliser de façon à avoir un message personnalisé pour votre établissement, vous avez également une zone éditable ici pour modifier le message qui s'affiche tant que l'ENT en fait n'est pas ouvert aux utilisateurs. Hein, je parle aux utilisateurs, excusez-moi, les utilisateurs de profil parents et élèves. Voilà, j'en ai terminé pour ma petite démonstration concernant le blocage des accès ENT. Voilà, et on va maintenant pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc on va commencer avec la première question. Quand vous dites que Siècle et STS ont alimenté l'annuaire fédérateur, est-ce une manipulation automatique? L'annuaire est-il une application de Cosmos ou bien est-ce un annuaire de l'éducation nationale? Alors, donc STS et Siècle, bien entendu, sont des applications d'éducation nationale. L'annuaire, c'est ce qu'on appelle l'annuaire académique fédérateur. Juste pour représenter les choses dans le contexte, en tant qu'éditeur de ENT, on est dans un cadre ministériel qui s'appelle le SDET, le schéma directeur des environnements de travail. Et ce schéma directeur, en fait, définit le mode d'alimentation des ENT, il définit les types de données qu'on a le droit ou pas d'utiliser dans justement cet annuaire. Donc l'annuaire académique fédérateur est bien un produit académique qui s'alimente automatiquement depuis STS et Siècle, donc il n'y a aucune manipulation à faire. Cet annuaire, l'académie nous le met à disposition et on l'importe dans les ENT toutes les nuits. Donc en gros, le processus, c'est vous faites une mise à jour dans Siècle. Dans la nuit suivante, la modification que vous avez faite, elle arrive dans l'annuaire fédérateur. Et dans la nuit suivante, nous, on récupère la modification qui arrive dans l'ENT. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de temps en temps de problèmes de synchronisation, quoi, pour lesquels il faut un petit peu de temps pour que les données que vous allez modifier arrivent jusque dans l'ENT. Alors, question suivante. Que signifie MEF? Alors, MEF, le MEF, c'est les modules élémentaires de formation.
C'est en fait le type de formation sur laquelle on va inscrire un élève. Vous allez constituer une classe. Si vous êtes en lycée, vous allez avoir une classe de seconde. Dans cette classe de seconde, vous allez avoir des secondes générales classiques et des secondes générales section européenne. Et ben, seconde générale et technologique, c'est un MEF. Seconde générale et technologique section européenne, c'est un autre MEF. Et chaque élève est raccroché comme ça à un MEF. Donc quand vous allez créer vos classes dans STS, vous allez simplement dire quelles sont les catégories d'élèves que vous allez pouvoir inscrire dans cette classe-là. C'est ce qu'on appelle l'association des classes au MEF. Et ça se fait en tout début d'année, en même temps que vous créez la structure. Donc, question suivante, une remarque. Nous n'utilisons pas les groupes dans EDT, mais des parties. Alors, ben, c'est bien le problème sur lequel on a essayé d'attirer votre attention, c'est que si vous n'utilisez que des parties, vous allez avoir des problèmes sur la remontée dans l'ENT. Tout simplement parce que les parties, c'est un concept qui n'existe que chez cet éditeur-là d'EDT, hein, sinon tout le monde utilise des logiques de groupe. Et quand on remonte les données dans l'ENT, les parties ne sont pas reconnues simplement. Donc les cours qui ne portent que sur des parties de cours, des parties de classe, pardon, ne sont pas intégrés dans l'emploi du temps. Donc la solution propre, c'est effectivement de systématiquement créer des cours et de mettre les parties de classe de créer des groupes, pardon, et de mettre les parties de classe dans les groupes. Ça, c'est la solution propre parce que ça vous permet de maîtriser les noms que vous allez donner à vos groupes. Indépendamment de l'ENT, ça a aussi un avantage, c'est que sur les emplois du temps imprimés que vous allez diffuser, ça vous permettra d'avoir aussi des choses un peu plus propres en termes d'impression. Et puis il y a la solution plus rapide mais un peu moins propre, c'est d'utiliser une fonctionnalité qui est un petit peu cachée dans EDT et qui s'appelle générer les groupes pour Pronote. Et en faisant ça, en fait, le EDT va systématiquement fabriquer des groupes pour tous les cours qui ne portent que sur des parties. Donc, dans ce cas-là, ça remontera bien. Par contre, c'est lui qui va attribuer automatiquement les noms de groupes qu'il aura créés. Et c'est parfois pas toujours très lisible pour les utilisateurs. Alors, question suivante. Comment faire pour les cours d'accompagnement personnalisé où les profs changent régulièrement? Alors là, on a deux options en fait. On va dire c'est les profs ou c'est les élèves qui changent régulièrement. Alors après, ça dépend aussi de la régularité. Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois ou tous les trimestres? Si c'est sur les trimestres, on gère ça avec les périodes. Si c'est plus fréquemment, il y a deux solutions. C'est soit on utilise, alors dans EDT en tout cas, on utilise les groupes, les groupes spécifiés pour l'accompagnement personnalisé qui vous permettent de sélectionner semaine par semaine quels sont les élèves qui sont dans le groupe qui est attribué à un cours. Ça, c'est la première option. La deuxième option, si c'est vraiment les profs qui changent, si le groupe d'élèves est toujours le même et que c'est les profs qui changent régulièrement, vous faites la modification directement dans l'emploi du temps à l'année en changeant le prof. Et simplement, quand vous faites une modification comme ça dans l'emploi du temps, dans EDT, je ne sais plus exactement où est la fonction, mais il y a une fonction qui vous permet de dire que la modification que vous êtes en train d'appliquer ne va s'appliquer qu'à partir d'une certaine date. Donc, voilà, quand on fait la modification sur l'emploi, quand on fait la modification sur l'emploi du temps annuel. Donc, en fait, vous allez changer de groupe, vous allez dire que le changement de prof ne sera actif qu'à partir de telle date, et dans l'import d'emploi du temps, ça sera pris en compte quand ça arrivera dans le cahier de texte. Alors, question suivante. D'une année à l'autre, le classeur pédagogique est-il sauvegardé? Alors oui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le classeur pédagogique est conservé, enfin le contenu du classeur pédagogique est conservé, toutes les activités de type contenu et travail à faire seront bien entendu sauvegardées l'an prochain, vous les retrouverez dans la même arborescence. La seule évolution, c'est bien entendu l'archive du cahier texte qui vient s'ajouter à votre arborescence actuelle. Alors, question suivante. Aurons-nous le diaporama? Oui, on y a répondu tout à l'heure. Le diaporama et le replay seront disponibles sur la communauté. Et je vous rappelle que pour accéder à la communauté Cosmos, vous avez le petit point d'interrogation qui est en haut à droite de vos ENT. N'hésitez pas à l'utiliser. Parce que, outre les replays des webinaires, vous allez aussi trouver toutes les grandes lignes. Vous allez également trouver une quantité, on doit être à quasiment 70 maintenant, tutoriels qui expliquent des tas de fonctionnalités, de l'actualité, des exemples d'usage. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur cette communauté. Alors, pour ceux qui utilisent un logiciel privé comme Pronote, cette sauvegarde n'est pas nécessaire?
Alors, je ne sais pas exactement de quelle sauvegarde vous parlez. Ce qui est clair, c'est que nous, en fait, on archive et on sauvegarde automatiquement tout ce qui va être contenu des rubriques, contenu des blogs, contenu de la vie scolaire, etc. Donc, si vous utilisez Pronote, effectivement, vous n'allez pas avoir à vous occuper de la partie sauvegarde vie scolaire de l'ENT, puisque de toute façon, ça, vous aurez à gérer ça directement du côté Pronote. Par contre, pour tout ce qui va être cahier de texte, classeur pédagogique et contenu des blogs, si, il faut bien que vous appuyez sur la sauvegarde qui sera faite dans l'ENT. Et si vous n'utilisez ni la vie scolaire, ni les blogs, ni le cahier de texte, c'est que vous n'utilisez pas l'ENT finalement. Donc effectivement, là, dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné par la sauvegarde. Mais a priori, Pronote est plutôt orienté sur la vie scolaire, mais le reste des fonctionnalités reste bien sauvegardé dans la sauvegarde de l'ENT. Alors, autre question. Quel est l'impact du passage à la version 4 sur les manipulations que doit effectuer un administrateur? Alors, il n'y a pas de différence entre la version précédente et la version 4, la version actuelle pour certains projets. Les manipulations restent identiques, aucune différence, bien entendu. Une différence d'ergonomie, enfin d'interface, bien entendu, et d'arborescence des accès. Alors, votre démonstration n'utilise pas la dernière version de l'ENT. Oui, enfin, vas-y, Laetitia, si tu veux. Mais... Oui, effectivement, nous avons fait le choix de faire une démonstration depuis les écrans de notre ancienne version, car plusieurs projets n'ont pas encore la version V4 et pour éviter de déstabiliser certains utilisateurs qui ne connaissent pas encore cette version, on a préféré rester sur la version 3. Mais l'année prochaine, nous serons tous, nous ferons cette démonstration, bien entendu, avec une V4. Tout le monde y sera d'ici là, oui. Voilà. Alors, comment un professeur peut-il archiver ses blogs autrement qu'en comptant sur l'année de Corbeil? Alors, juste pour info, l'archivage des rubriques là, dont on parlait tout à l'heure ne concerne que les rubriques qui ont une date de fin de validité. C'est-à-dire que quand vous allez créer une rubrique pour mettre un blog, vous allez dire est-ce que cette rubrique est pérenne ou est-ce que sa durée de vie est limitée à l'année scolaire. Donc, si elle est limitée à l'année scolaire, elle va être automatiquement archivée, mais vous pourrez la retrouver pendant un an dans la corbeille. Si par contre c'est une rubrique pérenne, cette rubrique-là ne sera pas supprimée en fin d'année. Donc, comment un prof peut archiver ses blogs simplement en mettant sa rubrique pérenne, et dans ce cas-là, elle sera pas purgée, elle sera pas nettoyée en fin d'année scolaire. Alors, autre question. Pourrait-on avoir une démonstration avec la nouvelle version de e-lycée? Alors, je crois que c'est une question qui est tombée au moment où, Laetitia, tu faisais la démonstration d'emploi du temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme différence sur l'emploi du temps avec la V4? Alors, juste une différence pour l'accès, en fait, aux services de vie scolaire. Actuellement, en version 3, vous avez effectivement le menu qui est tout en haut, en fait, dans la barre horizontale. Désormais, vous avez accès, en fait, dans la V4 via l'entrée scolarité et gestion visible. Le même écran que je vous ai présenté, il n'y a pas de différence ensuite. Alors, une autre question sur les blogs. Comment sauvegarder des articles de blog préparés pour les élèves avec des supports et qui seraient utiles pour l'année suivante afin d'éviter de les recréer complètement? Alors, on sort un tout petit peu du cadre, mais c'est des fonctionnalités intéressantes de l'ENT. Donc, je vous disais déjà la possibilité, je vous parlais de la possibilité de rendre la rubrique pérenne. Donc, ça, c'est la première chose. Un enseignant qui veut réutiliser un certain nombre d'articles sur lesquels il a investi du temps d'une année sur l'autre, il va commencer par dire que son blog est une rubrique pérenne. Et ensuite, sur chaque article, vous avez, alors c'est beaucoup plus facile en V4, beaucoup plus accessible, mais vous avez la possibilité de paramétrer les dates de publication d'un article. Ça veut dire que quand vous créez un article dans le blog, vous avez la possibilité de dire cet article, il va être en ligne de telle date à telle date. Donc si vous mettez une publication, l'article va automatiquement disparaître du blog, mais pour autant, il est toujours rattaché au blog. Vous, en tant qu'auteur, vous avez toujours la possibilité de le consulter. Et l'année suivante, si vous voulez le réactualiser, il suffit de changer les dates de publication, l'article va revenir, va se remettre en ligne, éventuellement vous modifiez ce que vous avez à modifier dessus, et vous pouvez comme ça réinvestir plusieurs années. Ça marche aussi très bien, ce genre d'article,
ce genre de fonctionnalité pour toutes les rubriques qui parlent avec des contenus administratifs. Parce qu'effectivement, il y a des tas de choses qui ressortent d'une année sur l'autre, y compris la communication vers les enseignants, les périodes de campagne de mutation, les périodes d'inscription aux examens. Il y a des tas de choses qui reviennent d'une année sur l'autre. Vous pouvez très bien préparer un certain nombre d'articles et puis les laisser de côté finalement, les laisser en mode brouillon une période de l'année et hop, les réactiver l'année suivante pour les réactualiser et les remettre en ligne la durée souhaitée. Alors, je me permets juste de compléter parce que j'ai vu un retour de la personne qui posait la question par rapport aux explications de Thierry. Donc, vous pouvez aussi copier vos articles, c'est-à-dire que vous avez votre contenu qui est actuellement dans la rubrique de classe. Donc, cette rubrique va être archivée en fin d'année. Vous pouvez très bien copier vos articles actuels et les déplacer dans une rubrique pérenne. Et là, vous pourrez faire les mêmes manipulations que ce que vous a présenté Thierry juste avant. Oui, ça peut aussi, le prof a aussi la possibilité de se faire son propre blog finalement où il est le seul, il est seul gestionnaire de son espace et il peut effectivement copier les articles dans son propre blog, le temps de les archiver et puis avant de les remettre à disposition dans un autre espace. Ouais. Alors, on revient sur l'emploi du temps. Je ne comprends pas bien la différence entre STS Web et Siècle. Dans les très grandes lignes, STS c'est les profs, Siècle c'est les élèves. C'est très, c'est un peu taillé à la louche, mais c'est un petit peu ça. Dans STS, vous allez retrouver votre structure, donc vous allez retrouver votre classe, enfin vos différentes classes. Vous allez également retrouver tous les enseignants. STS, c'est structure et service. Donc l'objectif de STS, c'est au final de gérer le service d'enseignement de chaque enseignant, de vérifier que chaque enseignant a bien fait bien 18 heures ou plus, et donc de calculer les heures sup, etc. Mais en fait, il se trouve que c'est une base dans laquelle on va avoir une liste actualisée des enseignants. Et Siècle, c'est là que vous inscrivez les élèves et que vous les associez aux classes. Donc, les classes sont créées dans STS, elles sont renvoyées vers Siècle. Dans Siècle, vous pouvez y mettre les élèves, et tout ça redescend dans l'annuaire fédérateur, et nous, on récupère tout ça au bout. C'est pour ça qu'on avait essayé de faire un petit dessin tout à l'heure en vous disant que c'était une procédure un peu complexe, quoi. Et c'est vrai que c'est pas très simple parce qu'on peut avoir, il faut comprendre ce qu'on fait si on veut être sûr de pas forcément faire de bêtises, quoi. Voilà. Alors, question suivante. Est-il possible d'ouvrir l'accès à l'ENT une semaine avant la rentrée, uniquement la partie publique de l'ENT, sans autoriser la connexion, de façon à ce que l'ENT joue son rôle d'information? Alors, oui, bien entendu, en fait, l'accès à l'ENT reste accessible malgré la présentation tout à l'heure du blocage des accès. Le blocage des accès concerne uniquement la partie authentifiée de l'ENT. Donc, bien entendu, la partie publique reste accessible. Juste une petite précision, il est possible que cette partie publique soit momentanément interrompue si nous devons en fait réaliser une interruption de service. Mais dans ce cas-là, le projet vous informe de cette interruption de service. L'accès des professeurs est-il bloqué pendant les vacances? Là aussi, les enseignants ont accès pendant les vacances à l'ENT. L'ENT reste accessible. Je vais juste répéter ce que je viens de dire juste avant. C'est que effectivement, nous pouvons procéder à des interruptions de service pour nos procédures de changement d'année, nos archivages de données. Alors, autre question. Peut-on imprimer un cahier de texte? Oui, le cahier de texte, en fait, vous avez une fonction impression, mais c'est effectivement quelque chose c'est contraignant en termes d'impression. C'est lourd en impression, bien entendu, mais cette fonctionnalité est disponible. Alors, question suivante. À partir de quelle date au plus tôt peut-on effectuer le paramétrage? Est-ce possible avant le 15 juillet? Je ne sais pas trop de quel paramétrage vous parlez, mais enfin, vraiment pour la partie initialisation de l'année dans l'ENT, je reprends tout. Dans toute la procédure qu'on vous a décrite, la première chose que vous allez avoir à faire, de toute façon, c'est créer votre structure dans STS, et ça se fait en fin d'année, là. De mémoire, vous pouvez même déjà le faire, puisque
Comme vous le disiez, à partir du moment où le menu bascule apparaît dans STS, vous pouvez créer l'année suivante et donc créer vos classes. Vous pouvez à ce moment-là envoyer vos classes dans siècle, donc ça c'est toujours fait. Ensuite, vous allez avoir la phase des inscriptions des élèves qui en général se fait début juillet. Donc là, vous allez inscrire tous vos élèves dans siècle, très bien. Et là, à partir de là, le travail, c'est l'emploi du temps. Donc vous faites votre emploi du temps. Le NT, lui, il commence à rentrer dans le jeu après le premier import de l'annuaire fédérateur. Et ça, Laetitia, ça se fait à peu près à quelle période? C'est des dates qui nous sont communiquées par les académies. Hein. C'est ça, en fait, dès que l'académie nous donne en fait, l'archive des données. Enfin, voilà, le premier export d'annuaire fédérateur de l'année. Et ça se fait deuxième quinzaine d'août, fin août. Et à partir de là, donc, vous pouvez commencer, ça veut dire que vous allez récupérer effectivement les élèves, les parents dans le NT. Et là, vous pouvez commencer à faire le premier import d'emploi du temps pour mettre à jour les données, quoi. Alors, est-ce que la version 4 sera déployée pour tous les utilisateurs à la rentrée 2017 ? Non, alors j'ai pas le schéma de déploiement en tête. Là, pour l'instant, si ma mémoire est bonne, il doit y avoir, donc il y a tout le projet Illico, donc sur le Pays de la Loire, il doit y avoir le projet Illicé sur la région Rhône-Alpes. Ces jours-ci, là, il me semble qu'il y a le département de l'Ain qui doit être en train de basculer. Il y en a d'autres maintenant qui vont basculer pour la rentrée, je les ai pas en tête, et je crois que les dernières bascules en V4 sont prévues pour janvier ou quelque chose comme ça, enfin fin d'année, début d'année. On n'a pas les dates précises parce que à chaque fois c'est des discussions avec les porteurs de projets, collectivités, académies pour définir les dates. Donc pour la rentrée, tout le monde ne sera pas encore sur la V4. Non. Alors, autre question, pouvez-vous préciser selon vous le partage des tâches entre proviseur adjoint et référent numérique ? Alors je vais la faire de manière très quasiment un peu provoque. Le partage des tâches entre le proviseur adjoint et le référent numérique, c'est que le proviseur adjoint est responsable de tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Donc, a priori, c'est une tâche qui lui revient et que ceci dit, on sait aussi bien que dans certaines situations, ils peuvent avoir besoin d'assistance pour la manipulation de tous ces outils et c'est là que le référent numérique peut effectivement assister son proviseur adjoint pour le démarrage. Mais effectivement, les manipulations sur STS et siècle, a priori, là, c'est des manipulations qui relèvent vraiment de la direction d'établissement. Après, l'import de l'emploi du temps dans le NT peut nécessiter de l'assistance de la part de quelqu'un qui peut être un peu plus à l'aise avec les outils numériques. Tout ceci n'engage que moi. C'est pas écrit dans les textes et ça se discute de toute façon établissement par établissement. Alors, autre question. Comment conserver un élève sorti de siècle dans l'ENT quand il réintègre l'établissement en tant qu'apprenti ? Comment conserver un élève sorti de siècle dans l'ENT ? Là, je pense qu'on va sortir notre carte joker. Disons que si l'élève n'est plus dans ce siècle, il ne peut pas être intégré automatiquement dans l'ENT par l'import AF. Oui. Par contre, l'élève peut être intégré via un import CSV ou une création manuelle du compte dans l'ENT. Attention, si c'est une création manuelle, on n'a pas de rattachement possible à un parent. Mais bon, si l'élève majeur, sur une question aussi pointue que ça, là, c'est vrai que c'est une petite réponse rapide de Laetitia, mais sur un cas aussi précis que ça, on vous incite à passer par par les dispositifs d'assistance que vous avez territoire par territoire pour faire une analyse plus approfondie de ce qui se passe réellement, parce que ça fait partie des cas extrêmement particuliers. Il y a énormément d'utilisateurs de l'ENT. Sur ces utilisateurs, il y en a 99% pour lesquels ça se passe très bien, et puis le petit pourcent comme des situations comme ça qui demandent des études plus spécifiques. Plus généralement aussi, pour STS et siècle, on vous rappelle que si vous avez des difficultés, vous avez aussi tous des dispositifs académiques des dispositifs d'assistance académique qui commencent maintenant à avoir l'habitude aussi des travaux à mettre en place pour l'export dans les ENT. Donc n'hésitez pas à les solliciter aussi de leur côté. Dans certains cas, l'assistance académique en plus peut rebasculer quand le problème ne vient pas de STS ou siècle, mais de l'ENT
ça peut être rebasculé vers notre assistance à nous pour faire le suivi. Donc, en règle générale, n'hésitez pas à poser la question à quelqu'un qui sait quand vous cherchez trop longtemps. Hein. Et enfin, dernière question, si la partie publique reste accessible, comment l'alimenter puisque le message de l'été nous indique que l'ENT n'est pas accessible pendant la période juillet-août? C'est pas qu'il n'est pas accessible pendant juillet-août, c'est qu'il y a une période entre juillet et août où il n'est pas accessible, mais la période de fermeture, elle est propre à chaque projet et puis elle dure peut-être un petit peu plus cette année parce qu'il y a des opérations techniques chez l'hébergeur, je crois. Ça va peut-être. Voilà, ça va. Au pire des cas, il va être inaccessible une quinzaine de jours dans l'été, quoi. Mais c'est pas tout juillet-août qui correspond à la période d'inactivité. Eh bien, écoutez, nous n'avons plus de questions. Eh bien, on vous remercie de votre attention. On s'excuse à nouveau auprès de vous pour le petit patinage de début de webinaire là, avec la répétition. Pour ceux qui étaient là à l'heure, vous avez eu la chance d'assister 2 fois au début du webinaire. Comme nous le disait quelqu'un dans le chat, ça permet de mieux comprendre, mais du coup, c'est un peu plus long. Donc, merci de votre patience, merci de votre participation. J'espère que les réponses qu'on vous a amenées seront satisfaisantes. On vous souhaite bon courage pour la période qui arrive, là, parce qu'entre les examens, les préparations de rentrée, c'est une période bien dense dans les établissements. Et nous, on reste un petit peu en veille là-dessus, sur le sujet, pour vous assister tant fin août que début juillet sur les différentes actions que vous avez à mettre en œuvre. Voilà, en espérant que tout ça vous aura aidé. À bientôt. N'oubliez pas que vous aurez le replay sur la communauté et puis l'année prochaine pour un nouveau programme de webinaire. Voilà, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.